Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre Tessier. Et avant de débuter, j'ai simplement à préciser que je ne suis pas un employé de la ville, mais plutôt un fier citoyen de Montréal à qui on demande d'animer de temps à autre des soirées d'information comme celle de ce soir. Donc, j'aurai le plaisir et l'honneur de vous accompagner tout au long de la prochaine heure et demie. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Ville de Montréal pour cette séance qui porte sur les travaux d'abattage de frênes et autres arbres jugés dangereux dans le parc Angrignon. Évidemment, en raison de la pandémie, vous aurez compris que cette soirée doit se tenir de façon virtuelle, comme l'ensemble des soirées depuis à peu près 11 mois. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être vous présenter des principes de base de cette séance d'information virtuelle. Premièrement, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, évidemment, et les intervenants qui vont prendre la parole ce soir. Certains d'entre vous ont indiqué des questions et des préoccupations lors de la réinscription et elles ont été prises en compte et dans la présentation de ce soir, donc on va tenter d'y répondre. La présentation sera effectuée en français. Pour la période de questions, vous devrez écrire vos questions dans la section Q&R ou si votre ordinateur est configuré en anglais Q&A. Ou encore par la section qui est en bas, juste au bas de l'écran, la section cavardage ou chat si votre ordinateur, encore une fois, est configuré en anglais. Donc, on va répondre à la majorité d'entre elles si le temps nous le permet. So the presentation tonight will be in French. For the question period, you may write your question in English in the chat room or in the chat room, and it will be answered in English tonight during the presentation. So, nous noterons les principales questions et les réponses dans un document que nous vous ferons parvenir ultérieurement par courriel. Donc, tout ce qui sera dit ce soir sera pris en note et on va vous faire parvenir un courriel avec les questions et évidemment les réponses qui les accompagnent. Donc, la séance d'information ce soir sera enregistrée et nous vous fournirons également un lien dans le message courriel qui vous sera envoyé dans la prochaine semaine ou prochaine semaine et demie. Finalement, les travaux réalisés dans le parc Angrignon sont la responsabilité du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal. Et pour les besoins de la présentation de ce soir, chaque fois que je ferai référence à ce service, on mentionnera idéalement le service ou le service des grands parcs. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter le déroulement de la soirée. Tout de suite après mon intervention, je vais céder la parole à M. Benoît Doré, qui est le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Son intervention sera suivie de celle de M. Robert Baudry, qui est le responsable de l'habitation de la stratégie immobilière des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal. Nous enchaînerons par la suite avec une présentation de la Ville de Montréal sur justement les travaux d'abattage qui sont amorcés il y a plus de déjà 3 ans en milieu boisé. Et nous apporterons des précisions sur les travaux qui sont rendus nécessaires au parc Angrignon. Si tout va bien, par contre, on devrait terminer la soirée vers à peu près vers 20h30 après une période de questions qui devrait durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc, au plus tard, donc, comme je vous disais, on devrait terminer peut-être la soirée vers 20h30. J'aimerais également souligner la présence parmi nous ce soir de quelques employés également de la ville et de l'arrondissement et de certains membres des Amis du Parc Angrignon qui sont et son président, M. François Artaud. Merci d'être là, à vous, de vous être connectés ce soir pour faire partie de cette soirée d'information. J'invite maintenant M. Benoît Doré, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, pour vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette rencontre. M. Doré. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être là et de passer une partie de votre mardi soir en notre compagnie. Il faut comprendre, j'imagine que vous qui fréquentez beaucoup le parc ou que vous vivez aux alentours, vous vous sentez préoccupé, vous vous dites, mais pourquoi la ville, est-ce qu'elle va couper des arbres, des frênes? Il me semble qu'on en a entendu parler souvent de la grille du frêne ces dernières années. Alors, merci beaucoup donc d'être là ce soir, de vous renseigner et puis d'avoir à cœur ce grand parc urbain qui est le parc Angrignon, un beau joyau dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Il y a mon collègue, effectivement, Robert Baudry du comité exécutif qui est avec nous, qui va prendre la parole tout juste après. Et on a aussi des gestionnaires qui sont avec nous, des gestionnaires de la Ville-Centre, donc des grands parcs, et également de l'arrondissement du Sud-Ouest. Il y a notamment Sylvain Villeneuve qui est là, qui est le directeur de l'arrondissement. Et on a des élus aussi, les élus du district. Anne-Marie Sigouin et Alain Vaillancourt sont là, en mode virtuel, bien sûr. Et il y a du personnel politique de l'arrondissement du Sud-Ouest également qui est là. Parce qu'effectivement, on prend des notes, on répond à des questions et s'il y a des suivis à faire, il y en aura probablement.
on va être capable de faire tout ça. Alors, ce soir, vous dites, bon, il y a de l'abattage d'arbres et autres arbres dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que, dans le fond, il y a du travail qui va être fait, mais ça va consister en quoi? Est-ce que j'ai des habitudes qui vont changer? J'aime ça aller faire de la raquette, j'aime ça aller faire du ski de fond, j'aime ça me promener, j'aime ça entendre les oiseaux. Ça va durer pendant combien de temps? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va préserver la nature? Est-ce qu'il y a une plus-value? Bref, toutes sortes de questions que vous vous posez. Et ce soir, ben, on va vouloir vous donner, dans le fond, ces réponses-là. Les coupes d'arbres sont bien sûr nécessaires. On ne fait ça pas pour le fun, comme on dit, absolument pas. Vous allez voir tout le rationnel derrière ça ce soir. Il y a vraiment tout un travail important qui a été fait en amont. Hein. On n'a pas donné un contrat comme ça en disant bon, ben, allez-y, là, coupez ce qui a l'air dangereux ou qui ressemble à un frêne. Absolument pas. On a des professionnels vraiment, des experts à la Ville de Montréal qui ont regardé tout ça. C'est important parce que ça s'inscrit dans un grand plan. J'imagine que mon collègue Robert va vous l'expliquer. Il y aura sûrement de ces éléments dans la présentation de ce soir. Il faut comprendre que dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au-delà du parc Anguignon, on a beaucoup de frênes sur notre territoire. Malheureusement, la Ville, il y a de ça des décennies, faisait de la monoculture. Hein. Quand on aimait une essence d'arbre, on en mettait partout. Malheureusement, ben, c'est pas une bonne pratique. Heureusement, ça a changé maintenant. C'est plus du tout ce qu'on fait, tant à la ville-centre qu'en arrondissement du Sud-Ouest. Dans les dernières années, on a traité énormément d'arbres. On a fait des traitements expérimentaux aussi et on a dû, bien sûr, abattre des arbres. Mais heureusement, donc, depuis 2014, depuis à peu près un bon 6 ans, c'est à peu près 1800 arbres qu'on a traités donc, à chaque année. Et je vous dirais que bon an, mal an, on en plante également à peu près entre 400 et 700 là, à chaque année. On voulait sensibiliser les gens il y a quelques années à la grêle du frêne, aux dommages que ça allait faire si on ne faisait rien comme administration municipale. Et on avait marqué le coup pendant les 4 dernières années au métro Lionel Groulx avec une œuvre d'art qui s'appelait Freiner la chute. Et ce qu'on voulait, ben, c'était effectivement faire en sorte de sensibiliser les gens à l'espèce de fragilité de notre écosystème et au fait que ben, cette bébête-là, elle fait des ravages. Alors, vous allez voir qu'une fois qu'on les abat, ces arbres, pour toutes les bonnes raisons qu'on va vous mentionner, ben, on ne va pas envoyer ça comme ça à la perte. On en récupère. Vous allez voir qu'il y a une seconde vie qui est possible pour ces arbres-là en les disposant tout à fait comme la loi nous le demande. Et on travaille avec des OBNL. Donc, vous allez voir, on va vous expliquer comment on valorise le bois. Peut-être que même vous avez déjà vu du mobilier urbain, des bancs de parc qui sont faits de ces arbres qu'on a dû abattre et puis que finalement, ben, ça fait de très beaux meubles. Alors, on vous invite, dans le fond, oui, à vous renseigner ce soir sur ce qu'on va faire, mais aussi sur les impacts de ce que ça va donner dans votre vie au quotidien lorsque vous fréquentez le parc, parce qu'on vous le demande de continuer, dans le fond, à aller au parc Anguignon, de profiter de ce coin de verdure-là, de ce coin de nature incroyable, donc de cette forêt laurentienne qu'on a la chance d'avoir dans ce coin du sud-ouest de Montréal. Alors, je vous rappelle qu'il faudra suivre, bien sûr, les consignes de sécurité. Ça, c'est très, très, très important, que ce soit n'importe quelle saison, il faut le faire. Je vous répète, pas je vous répète, mais je vous rappelle également qu'il ne faut absolument pas prendre aucun détour par l'étang. Alors, jamais on marche sur la glace, surtout pas dans cet hiver-ci où la fluctuation des températures se fait grandement sentir. Alors, je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Et là-dessus, ben, je recède virtuellement le micro donc, à notre bien-aimé animateur de la soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Doré. Alors, merci, M. Doré. Donc, j'invite maintenant M. Robert Baudry, responsable de l'habitation de la stratégie immobilière des Grands Parcs et du parc Jean Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal, à également vous souhaiter officiellement la bienvenue à sa façon et à mettre un peu plus la table pour la soirée de ce soir.
Absolument. Merci beaucoup, M. Tessier. Merci beaucoup, M. Doré, pour votre introduction. On m'indique aussi par téléphone que M. Craig Sauvé, conseiller du Sud-Ouest, est également parmi nous, parmi les invités. Donc, vraiment une belle représentation de l'administration locale. Belle représentation aussi des citoyens ce soir à cet événement virtuel-là. Vous avez été nombreux à vous être inscrits. Ça démontre l'attachement que vous avez pour cet espace naturel, cet espace important qui est le parc Angrignon. Mais je tiens à vous dire que c'est un attachement qu'on partage en tant qu'administration, première des choses, mais aussi en tant qu'équipe à la Ville de Montréal. Nos espaces verts sont précieux. On est sur une île, ce sont des denrées qui sont de plus en plus rares avec les pressions qu'on a de toutes parts, mais aussi avec les espèces envahissantes dont M. Doré a fait l'état, ce qui peut être la grille du frêne ou autre. Alors, il faut en prendre soin. Et c'est exactement ce qu'on souhaitait faire avec cette intervention au parc Angrignon. C'est un peu une première étape vers une amélioration de la biodiversité du parc. Il fallait intervenir au parc Angrignon pour pouvoir développer une meilleure santé de la biodiversité, une meilleure diversité, mais également une meilleure résilience à long terme de cet espace-là. Et sachez que vous avez des élus autant locaux qu'à l'administration qui ont suivi ce dossier-là de près, de A jusqu'à Z, jusqu'au moment où on a accordé le contrat et même encore aujourd'hui pour pouvoir répondre aux différentes questions qui sont posées par la population, mais vraiment des équipes de professionnels qui sont chevronnés dans la lutte aux espèces envahissantes et qui ont une belle expertise au niveau des interventions dans différents espaces. On a pu voir dans les dernières années des interventions qu'il y a eu, par exemple, au parc du Mont-Royal, un parc patrimonial, au bois de Saraguet, où il y a eu également des coupes au parc nature de Pointe-aux-Prairies, toujours dans l'optique de permettre à la forêt de se régénérer et d'améliorer diversifier ses essences aussi d'arbres dans ses milieux naturels. Donc, on arrive au bon moment également dans cette intervention aussi parce que oui, il y avait urgence d'agir parce qu'on avait une bonne quantité d'arbres atteints d'agril, mais c'est un bon moment aussi parce qu'on arrive avant de devoir faire des interventions mécanisées. On peut faire encore des interventions dites plus manuelles qui ont beaucoup moins d'impact sur les milieux naturels, sur les milieux humides qui foisonnent dans le parc Angrignon. Donc, on arrive vraiment à un bon moment où on va pouvoir intervenir dans un espace assez restreint qui va nous permettre ensuite d'éviter que des espèces envahissantes de végétaux puissent venir prendre la place, ce qui arrive souvent quand on intervient avec parcimonie dans des espaces naturels. Donc, oui, ça peut paraître beaucoup, près de 4000 arbres qui seront abattus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'essentiellement, on a beaucoup de très petits calibres dans les interventions qu'on va faire et essentiellement aussi, mis à part les arbres dangereux de d'autres espèces ou des périssants, ce sont des frênes qui sont affectés par la grille sur lesquels on va intervenir. Donc, il y a les frênes, on le sait, hein, c'est une espèce qui est une espèce souvent de transition qui, de façon naturelle, en mourant, laisse la place à d'autres espèces. Donc, nos interventions vont permettre justement à ce que d'autres espèces qui sont un peu plus sous ces arbres-là prennent un peu plus d'espace. Donc, ce qui veut dire que nos interventions auront très peu d'impact sur la grande canopée, chose qui est très importante pour Montréal, pour lutter aux îlots de chaleur, mais également pour la vitalité du parc Angrignon. Donc, oui, on va intervenir sur l'abattage. Oui, il y aura un suivi par la suite pour des interventions d'ajout d'arbustes et d'arbres, mais la forêt en elle-même arrive à se régénérer. Et là, je vais peut-être m'arrêter parce que nos professionnels vont savoir de façon plus efficace que moi de vous parler de ces phénomènes naturels-là, mais aussi des interventions qui sont faites. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour qu'ils puissent vous présenter les interventions qui seront faites, mais aussi pour que vous ayez l'occasion de poser toutes les questions que vous jugez nécessaires pour bien comprendre. Et ça ne s'arrête pas à une simple séance d'information. Il y aura en continu du contact. On est en contact avec M. Artaud, qu'on a rencontré autant M. Doré et que moi, que nos professionnels pour répondre à toutes les questions. On va continuer à répondre à cette question-là au besoin. Mais je vous remercie ce soir d'avoir été présent, d'être présent et de votre engagement envers le Parc Angrignon. Engagement qu'on partage à Montréal tous et toutes. Donc, merci. Et je repasse la parole à M. Tessier. Merci, M. Baudry, pour ces précisions. Effectivement, c'est un dossier qui est cher à la Ville de Montréal et ça paraît. Donc, écoutez, la présentation, maintenant, on est rendu justement à cette fameuse présentation qui va se dérouler en deux parties.
La première partie portera sur les travaux d'abattage dans le parc en Grignon et elle sera faite par M. Luc Saint-Hilaire. M. Saint-Hilaire, il est ingénieur forestier et chef d'équipe à la division de la forêt urbaine du service des grands parcs. La deuxième partie de la présentation, elle sera faite elle va porter sur la restauration écologique des milieux naturels et elle sera faite par M. Guillaume Couture, qui est ingénieur forestier et rattaché à la section de la biodiversité urbaine du service des grands parcs de la ville de Montréal. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Saint-Hilaire et Couture à prendre la parole et à nous parler justement de ces fameux programmes qui sont remis de l'avant. Parfait, merci M. Tessier. Effectivement, on va entrer dans le cadre de la présentation. Moi, je m'occupe du premier volet, donc de la partie portant directement sur les abattages et nos interventions comme telles. Guillaume Couture, mon collègue, là, va suivre avec la restauration et la plantation. Donc, je suis présenté comme un expert, mais je dois dire effectivement que messieurs Doré et Baudry connaissent très bien leur dossier, là, notamment M. Baudry, je crois que vous êtes presque rendu un titre honorifique en génie forestier. Donc, je me lance avec la première diapo. Au niveau de la mise au point sur l'infestation de la grippe, donc à Montréal, la Ville de Montréal a déployé des efforts et déploie des efforts considérables depuis plusieurs années contre l'infestation de la grippe du frêne. Des millions de dollars ont été investis pour ralentir la progression de l'insecte. Les premières années ont été consacrées surtout à la protection des frênes en rue et en parterre aménagé. Actuellement, on peut vous dire qu'on a plus de 50 000 frênes qui sont protégés sur un cycle de 2 ans, dont 43 000 sur le domaine public. Maintenant que la situation est sous contrôle en rue et en parterre aménagé, donc depuis l'hiver 2017, on a mis en place des interventions massives dans les milieux boisés du réseau des grands parcs et des parcs nature. Évidemment, je vous l'explique dans ma présentation, mais vous voyez déjà dans le bas de l'écran les interventions de traitement qui se font en rue et en parterre aménagé, que tout le monde a probablement déjà vu. Donc, les capsules d'injection qu'on voit, tandis qu'en boisé, l'image centrale, qui est une image du parc en Grignon, on intervient différemment, ce que je vous explique dans les diapos suivantes. Donc, la situation dans le parc en Grignon, je vous présente quelques photos prises l'été dernier pendant l'inventaire. Vous avez à gauche un frêne dont la cime est dépérie à 100%, donc cet arbre-là est fortement infesté par la grille. Sinon, à droite, l'image que vous avez, c'est un frêne qui est infesté par la grille, qui a cassé par le vent, qui est encroué dans un autre frêne en bordure de sentier. Évidemment, ici, on parle de risque pour les usagers. Les prochaines images, encore la photo de gauche, donc un frêne qui a complètement perdu son écorce. On voit très bien là, les galeries de la grille qui a fait son travail. Donc, ça, on parle d'arbres qui sont assez urgents à couper pour assurer la sécurité des usagers. Sinon, celui de droite là, qui est tombé en milieu boisé. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Comme ingénieur forestier, évidemment, là, ce qu'on veut contrôler, c'est la chute. Donc, le moment de l'arbre, dans quelle direction il va tomber, évidemment pour des questions de sécurité des usagers, protection des infrastructures, mais aussi protection du milieu naturel. Donc, exemple, s'il y a un bel érable ou une régénération intéressante, on va vouloir contrôler la chute pour ne pas endommager les arbres résiduels. Donc, la justification de nos interventions, l'abattage des frênes dépérissants ou morts est primordial pour assurer la sécurité des usagers, là, comme on vient de voir dans les images. La hauteur moyenne d'un frêne à maturité peut atteindre facilement là, de 20 à 25 mètres. Donc, avec la quantité de sentiers dans le parc en Grignon, il est évident qu'on devait intervenir pour des raisons de sécurité parce qu'il y a plusieurs arbres qui pouvaient tomber proches ou carrément dans un sentier. Sinon, comme je disais plus tôt, la protection des investissements. Donc, l'abattage représente la principale mesure en milieu boisé pour limiter la propagation de la grille. Le traitement n'étant pas recommandé en milieu naturel, nous l'avons même testé là, à la ville, et puis c'est des résultats qui sont peu concluants, donc qui ne valent pas la peine d'être faits. Par contre, en milieu boisé, pas en milieu boisé, en parterre et
oui, c'est ça, en parterre aménagé dans le parc Angrignon, il y a quand même 165 frênes qui ont été traités en 2020. Donc, quand on parle de parterre aménagé, c'est vraiment où est-ce que le gazon est entretenu. On a 165 frênes, là, qui est quand même une bonne quantité d'arbres qui est protégée dans le parc Angrignon. Sinon, au niveau de nos choix de secteur d'intervention, dans le fond, où et comment on va intervenir en premier, je dirais qu'on procède vraiment par addition de couches. La première couche que je vous présente, c'est la loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Donc, c'est une loi fédérale qui notamment nous empêche de couper des arbres entre le 1er avril et la fin du mois d'août pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification. Sinon, dans le parc Angrignon, présence abondante d'herpétophones, donc reptiles et amphibiens. Les reptiles et les amphibiens là, vont se cacher dans le sol pendant la période hivernale. En plus, la couche de neige va venir ajouter une protection supplémentaire. Donc, préférable d'intervenir l'hiver dans ces secteurs-là où est-ce qu'on sait qu'il y en a plus. Milieu humide, évidemment, sol gelé, préférable pour intervention dans le milieu humide. On ajoute par-dessus ça les activités des usagers, beaucoup d'usagers, beaucoup d'activités dans le parc Angrignon. Donc, les secteurs d'intervention s'imposent d'eux-mêmes. On va le voir un peu plus loin sur la carte. Cette partie-là de la planification devient assez simple en additionnant nos nombreux critères. Au niveau des frênes comme tels, donc chacun des frênes dont la prescription est à l'abattage a été vu l'été dernier par un membre de notre équipe, donc un inspecteur en arboriculture ou un agent technique. Qu'est-ce que va regarder le technicien forestier sur le terrain? Donc, à chaque frêne, on va regarder, exemple de gauche, le dépérissement de la cime. Donc, si la cime est dépérie à plus de 30 c'est un indice que l'arbre doit malheureusement être abattu. Si l'arbre est mort, comme la photo du centre au-dessus, sinon des défauts de structure ou, comme les deux images de droite, des défauts, des blessures, donc soit au tronc ou au pied de l'arbre. Sinon, on va regarder champignons, pathogènes, toute autre maladie qui peut nous indiquer que la structure de cet arbre-là est affaiblie. Les résultats de l'inventaire de l'été dernier, donc 3655 troncs de frênes qui sont morts ou dépérissants et à abattre. Le diamètre moyen est légèrement inférieur à 19 cm. Donc, l'image du bas n'est pas une erreur dans ma présentation. C'est un lampadaire qu'il y a un peu partout à Montréal. L'image est là pour vous créer une image mentale. Autrement dit, les lampadaires ont un diamètre d'environ 20 cm. On a le 2/3 de nos frênes qui doivent être abattus, qui sont d'un diamètre inférieur à un lampadaire. Sinon, 590 troncs d'arbres dangereux d'autre essence que le frêne. Donc, ça peut être un peuplier ou un érable qui est mort ou qui a tellement de défauts, comme j'expliquais dans la diapo précédente, qu'on doit malheureusement l'abattre. Je présente la donnée au niveau des souches qui est différente au niveau du tronc. L'exemple de l'image que vous avez à votre droite, un frêne, donc c'est un arbre pour nous, mais il y a 2 troncs. Donc, une souche, 2 troncs. L'entrepreneur doit abattre 2 troncs, c'est pour ça qu'on calcule la quantité de troncs. Donc, 3378 souches versus nos 3655 troncs et 547 souches pour les arbres dangereux versus 590 troncs pour les troncs. Donc, au niveau du frêne dans le peuplement, dans la forêt du parc Angrignon, le frêne représente environ 5 à 10 de la forêt. Donc, ça, Guillaume va en parler plus amplement tout à l'heure, mais on n'est pas en présence de frênets. Donc, lorsqu'on parle de trouées, c'est des trouées à l'échelle du peuplement et non pas des trouées de type coupe à blanc. La carte des travaux, donc plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, au niveau de la légende, vous avez les points rouge-orangé qui sont les frênes à abattre, les étoiles roses, les arbres dangereux à abattre, la ligne verte étant la limite du parc et la ligne rose, les sentiers de ski de fond. Donc, quand je parlais tout à l'heure au niveau de nos ajouts de couches, donc quand on a regardé la nidification des oiseaux, les milieux humides, on est arrivé avec nos 3 premiers secteurs
donc d'intervention à réaliser rapidement. Le secteur numéro 1, on avait un nid de rapaces, donc ces oiseaux-là vont nicher plus tôt, soit mi-février ou début mars, là, selon les espèces. Donc, les abattages doivent être faits rapidement dès le début du contrat. Au niveau du secteur 1, on a 150 abattages environ. Ce secteur-là, à l'heure actuelle, est réalisé, je dirais, à peu près à 95 %. Les inspecteurs au terrain me disaient en fin d'après-midi qu'il restait pas plus qu'une dizaine d'arbres à compléter dans ce secteur-là. Au niveau du secteur 2, qui est en jaune, un peu plus d'arbres, donc 875 arbres, réalisés à 30 % à l'heure actuelle. On voit la trame de fond. Moi, dans mon écran, c'est peut-être pas merveilleux, mais en tout cas, donc la partie qui est un peu plus blanchâtre représente les milieux humides qui est en sous-couche de la couleur jaune. Donc, la majorité de ce secteur-là est un milieu humide. Et en plus, on a la présence d'oiseaux également. Donc, il fallait intervenir assez tôt. Sinon, secteur 3, on parlait d'environ 500 arbres réalisés à l'heure actuelle à 25 %. Et ce secteur a également été mis en priorité de par la présence d'un nid de rapaces et de 2 milieux humides. L'échéancier, à proprement dit, donc, les travaux ont débuté le 8 février, lundi dernier, pour se terminer au plus tard le 31 mars. La deuxième phase, si nécessaire, sera de la mi-novembre à la fin décembre 2021. On spécifie, si nécessaire, la planification actuelle de l'entrepreneur est de terminer les travaux en entier cet hiver. Ils ont déjà atteint, je vous dirais, leur rythme de croisière, environ 150 arbres par jour dans les 3 derniers jours. L'entrepreneur travaille du lundi au jeudi, donc capacité d'environ 600 abattages par semaine, ce qui fait qu'on arriverait dans les temps avant la fin mars. Mais advenant qu'on aurait un printemps hâtif ou d'autres retards, bris de machinerie et compagnie, on ne prévoit qu'environ peut-être 2 semaines de travaux l'automne prochain. Au niveau des méthodes d'intervention à proprement dit, c'est abattage par le pied, donc vraiment un bûcheron comme vous êtes habitué de voir à la scie mécanique, abattage par le pied, câble de retenue pour les diamètres un peu plus importants. Très important, on veut toujours contrôler la direction de la chute. Évidemment, un petit arbre, c'est facile de le faire tomber dans la direction qu'on veut. Plus il est gros, plus on doit appliquer une technique appropriée. Donc, le petit point suivant, les arbres de vraiment gros diamètre seront coupés en sections pour ne pas causer de dommages au sol. Quand on parle d'abattage en section, c'est des abattages comme on voit en bordure de rue ou en parc. Donc, un grimpeur qui va monter dans l'arbre, démonter la cime, ensuite couper l'arbre en sections et le descendre avec un système de poulie pour empêcher les dommages importants au sol et aux arbres résiduels. Au niveau des branches et de toutes les sections de tronc de moins de 10 cm de diamètre, c'est mis en copeaux sur place, donc déchiquetés et dispersés sur le sol forestier. Évidemment, on ne veut pas de copeaux dans les milieux humides, sur le lac, dans les sentiers, toutes ces choses-là. On a tout prévu au devis. Donc, vraiment uniquement sur sol forestier. Et l'épaisseur des copeaux est surveillée aussi parce qu'on veut permettre à la régénération au printemps prochain de percer à travers cette couche de copeaux-là. Les autres parties de bois, donc les troncs de plus de 10 cm de diamètre, vont être ramassés et transportés hors site, donc vers les stationnements, pour une valorisation plus tard. J'aurai une diapositive à cet effet-là. Important de dire, il n'y a pas d'essouchement en milieu boisé, ce n'est pas comme en rue ou en parc, donc on ne peut pas essoucher les frênes, on viendrait sinon endommager les racines des arbres environnants et de toutes les plantes herbacées et des arbustes. Au niveau de l'équipement utilisé, c'est des photos prises dans le parc nature du Bois de Saraguay. C'était le même entrepreneur, mais c'est le même équipement qui est utilisé présentement là, dans le parc Grignon. Donc, des petites pelles mécaniques dans les plus petits modèles là, qui se font sur le marché. Donc, celle-ci, pour ne pas la nommer, là, une Kubota 80, donc qui peut circuler dans les sentiers là, sans endommager ni élargir les sentiers.
Une image ici à gauche, donc c'est une image de sentier vraiment fraîchement prise après les travaux. Ce qui reste à faire, c'est le ramassage de branches dans ce cas-ci, mais ça vous donne une idée de quoi peuvent avoir l'air les sentiers là, tout de suite après nos travaux. Sinon, à la droite, des équipements qui vont être utilisés, on a un treuil, évidemment, pour approcher là, les bio des sentiers. On ne veut pas qu'il y ait trop de circulation de machinerie en forêt, ni créer de nouveaux sentiers. Donc, on utilise beaucoup de treuils, tracteurs avec des treuils, une petite débusqueuse avec treuil également, donc pour approcher les arbres en bordure de sentier. Ce qui est utilisé également avec les treuils, là, on voit le cône jaune, là, donc c'est le même principe qu'un traîneau. Je vous dirais, là, ce qu'on veut, c'est éviter que la bille plante dans la neige puis aille s'enfoncer dans le sol ou endommage des plantes qu'on ne voit pas. Donc, c'est le genre d'outil qui peut être utilisé. Puis l'autre, c'est le bidon d'huile. Donc, pas que je veux faire une publicité là, pour la compagnie, mais c'est dans nos devis, c'est une exigence, donc utilisation d'huile biologique. J'ai oublié de le mentionner, là, dans les pelles mécaniques, également tout ce qui est huile hydraulique, huile à moteur, c'est de l'huile biologique. On espère ne pas avoir de déversement, mais si jamais ça arrivait, au moins on a cette protection supplémentaire-là, qu'on ne retrouve pas des huiles industrielles sur le sol du parc. Sinon, d'autres équipements, déchiqueteurs à gauche pour vraiment venir déchiqueter toutes les petites parties de bois, branches et troncs de petit diamètre, comme j'expliquais plus tôt. Sinon, la machine jaune, le porteur, donc, qui est à droite, vraiment donc avec un petit bras pour venir embarquer les bio sur la remorque arrière, transporter nos bio vers le stationnement. Ici, un tableau comparatif des équipements. Je ne veux pas vous ennuyer avec les chiffres. Je vous amène directement à l'avant-dernière ligne. C'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Donc, la pression au sol qui est mesurée en livres par pouce carré, donc des psi. Un équipement comme le petit porteur qui était présenté dans la diapo précédente va exercer une pression de 3 livres par pouce carré au sol. La machine, en tout cas la meilleure que je connais, moi, c'est vraiment le ski dozer en bon français, donc l'équipement à côté, qui est un équipement là, qui va vraiment flotter sur la neige. À titre comparatif, va avoir seulement 1 livre au pouce carré. Un humain exerce une pression de 8 livres au pouce carré et un véhicule compact là, de type Toyota Corolla, on est à 30 livres au pouce carré. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que les équipements sur chenille utilisés qui sont demandés dans nos devis vont venir exercer une pression au sol 2 à 3 fois moins importante qu'un humain qui circulerait dans la forêt. La valorisation maintenant, petite image en bas, donc beaucoup de copeaux, évidemment, qui vont être produits. Le copeau est d'un diamètre qui répond aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, on vient s'assurer que le copeau va être tellement petit que nos larves d'agrill vont être soit déchiquetées ou si elles survivent au déchiquetage, le copeau est trop petit, donc avec le froid à l'extérieur, la larve va mourir. La larve se situe vraiment sous l'écorce, donc la petite image centrale pour vous montrer que une fois le bio équarri, on peut déchiqueter les dosses, donc ce qui a été enlevé, où se retrouvent les larves d'agrill, et le reste peut être transformé en planche. Le bois n'est pas affecté, il n'a aucun défaut. Donc, vous voyez les empilements au Parc nature du Bois de Saraguay, c'est ce que vous allez voir là, tranquillement, les empilements au Parc Angrignon également dans les stationnements, chargés sur des camions remorques qui vont être transportés soit vers des papetières ou vers des usines de sciage pour faire des belles planches comme on voit dans l'image en haut à droite. Petite note pour dire que le frêne est un bois qui a des propriétés très intéressantes au niveau de l'ébénisterie, peut être utilisé, devrait être utilisé surtout à l'intérieur, comme ici dans des chalets au parc du Mont-Royal. Mais sinon, en étant torréfié, peut être utilisé comme les bancs de parc que vous voyez à gauche là, dans le parc Frédéric-Bac, donc peuvent quand même être utilisés à l'extérieur. Au niveau des communications, pour s'assurer que les usagers et que tout le monde soit le plus au courant possible de ce qui se passe et informé de la justification de nos travaux, donc des panneaux que nous avons installés, des panneaux descriptifs
à l'entrée de chacun des parcs. Donc, vous avez l'exemple à gauche du panneau qui a été déployé la semaine dernière. Sinon, plusieurs petits panneaux qu'on va retrouver sur des clôtures de chantier ou dans des sentiers pour aviser que le sentier est fermé ou des zones de travaux ou des tracés alternatifs. En tout temps, il y a présence d'un surveillant de chantier d'une firme externe qui, lui, s'assure du respect du devis de la part de l'entrepreneur. Mais on a également soit un inspecteur ou un agent technique de la ville qui est là à temps plein. Parfois, ils sont deux, mais il y en a obligatoirement toujours un. En plus de tout ça, patrouille de sensibilisation, donc un contrat qui a été donné à un organisme mandataire. Eux sont là 7 jours sur 7, 7 heures par jour, pour répondre vraiment aux questions des usagers. Vous allez les voir, sont facilement reconnaissables avec des dossards rouges. Ils se déplacent également avec des panneaux sandwich pour indiquer dans quel sentier ils sont partis. Donc, eux ont l'information à jour sur nos travaux et ils ont également beaucoup d'informations sur la grille et ses effets. Il y a un avis qui a été distribué dans les rues avoisinantes du parc en Grignon la semaine avant le début de nos travaux. Une fiche informative a également été remise aux agents du 3-1. Donc, si vous avez des questions ou des usagers ont des questions, vous pouvez communiquer avec le 3-1 et nos collègues pourront répondre à la majorité des questions. Sinon, il y a également des messages qui sont présents sur les médias sociaux de la ville, centre de l'arrondissement du Sud-Ouest également, donc sur le site web montréal.ca. Ma dernière diapo, donc pour vous remercier de votre attention et surtout pour vous dire, dans le fond, cette image-là a été prise dans le parc nature du Bois de Saraguet, donc le printemps immédiatement suivant les travaux. C'est un secteur où il y a eu beaucoup d'abattage de frênes. On voit la régénération qui, là c'est de la fougère dans ce cas-ci, mais sinon plus tard dans la saison, là, la régénération qui perce le copeau. Donc, tout ça pour vous dire de ne pas vous laisser décourager par l'apparence actuelle et la quantité d'abattage. Il faut vraiment penser et voir la forêt dans 4-5 ans. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une forêt plus belle, plus en santé, plus sécuritaire et plus résiliente. Et tout ça va commencer par le travail de mes collègues de la section biodiversité, donc avec la restauration du site, qui est la prochaine présentation de mon collègue Guillaume. Merci beaucoup, Luc. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de la restauration des milieux naturels. C'est un travail que je fais là, en collaboration avec des biologistes là, qui sont mes collègues et aussi là, des gens qui font le terrain, là, donc des techniciens là, avec moi. Donc, en attendant que la présentation se charge, la voici. Donc, ingénieur forestier également là, au service des grands parcs. Quand on parle des forêts du sud du Québec, on parle généralement là, de forêts qui sont feuillues et la dynamique de ces forêts-là, c'est une dynamique de régénération par trouée. Donc, les individus habituellement les plus âgés, les plus gros, vont finir par dépérir et mourir et vont laisser leur place progressivement, vont créer une ouverture du couvert et cette ouverture-là du couvert va emmener de la lumière au sol qui pourra être exploitée soit par des tiges, des plus petites tiges qui se trouvent à être sous le couvert ou encore là, des semis, donc les plus petits sujets qui se trouvent à être en place. La restauration écologique des milieux naturels, ça fait partie d'un plan d'action chez nous au service des grands parcs qui veut maintenir l'intégrité des milieux, mais aussi augmenter sa biodiversité. Et ça, j'insiste là-dessus, et nos élus nous l'ont bien dit tantôt, le fait de retirer parfois une essence telle le frêne d'un milieu, bien, on peut, après ça, venir reboiser à l'aide de végétaux, que ce soit des arbustes, des plantes herbacées ou des arbres. Et là, on va venir avec une multitude d'essences compatibles. Et là, on va avoir un gain au niveau de la biodiversité. Donc, on va augmenter le nombre d'essences. Et quand on dit augmentation du nombre d'essences, donc on vient un peu diversifier notre portefeuille en essences et ça crée, dans le fond, là, ça augmente de beaucoup notre résilience. Donc, s'il y avait présence d'un pathogène, d'un insecte, d'une maladie qui surviendrait dans ces milieux-là, bien, la forêt là, pourrait être épargnée ou être moins sujette là,
à des pertes. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on essaie de recréer aussi lors de nos abattages. Là. Donc, on vient parfois intervenir lorsqu'il y a une trop grande trouée, donc une trop grande ouverture, mais sinon, si c'est un sujet ici et là qui est abattu, bien, en principe, on n'a pas besoin d'intervenir. Et aussi, on peut compter sur les endroits où la régénération là, est suffisante. Donc, je vous parlais de semis, de gold tantôt. Si vous avez des espèces qui sont déjà présentes avec des bonnes essences et qui sont déjà présentes, et là, il y a ouverture du couvert, bien, il y a de très fortes chances que ces essences-là viennent prendre l'ouverture et viennent croître rapidement. Donc, on va parfois intervenir dans le milieu lorsque ces essences-là ne sont pas présentes ou qui ne sont pas selon des essences désirées. Pour maintenir notre biodiversité et assurer une meilleure résilience de la forêt, bien, on va s'assurer de planter seulement des plantes indigènes, que ce soit, comme je vous disais tantôt, d'arbres et d'arbustes, et on va le faire en fonction de la communauté végétale qui est en place ou celle souhaitée. Je dis celle souhaitée parce que si on était dans un cas où on était, mettons, prenons le cas le plus extrême, où on était dans une freinée, ce qui n'est pas nécessairement le cas au parc en Grignon, ben, on ne voudrait pas recréer une freinée. Donc, on voudrait venir installer sûrement une érablière à carrier cordiforme ou un autre peuplement. Ben, peut-être pas une érablière à carrier cordiforme, mais une érablière rouge. Souvent, les freinets là, sont plutôt dans nos zones un peu plus humides à Montréal. Donc, on viendrait recréer un milieu donc avec une communauté végétale là, qui est souhaitée. Donc, on utiliserait là, un cortège d'essence approprié. Je vous parlais justement des conditions de sol et de drainage. Elles sont prises en compte dans le choix de nos décisions là, au niveau des choix des essences. Donc, c'est une variable que l'on va regarder. Donc, on va regarder si la régénération en place, elle est suffisante en quantité et en qualité. On va regarder les conditions de drainage, de sol et selon ce que l'on voit, et là, on va peut-être faire des choix au niveau de la plantation pour venir faire un regarni. Et ce choix-là, comme je vous disais, on va prendre des essences là, variées en termes de genre, en termes de famille, de manière à s'assurer d'une résilience là, au niveau de la communauté qu'on installe. Pour ce qui est de la plantation va se faire seulement de plantation manuelle, que ce soit au niveau des arbres, des arbustes ou même des plantes herbacées. Et là, vous voyez ici, si on plante un arbre, bien, vous allez avoir une distance qui va être un peu plus grande par rapport à un autre arbre existant ou par rapport à un autre plan d'arbre. C'est simplement, dans le fond, on utilise certains ratios de manière là, à bien fermer le couvert, de manière à ne pas laisser le sol à nu, mais on veut aussi un peu dégager nos plants les uns par rapport aux autres. Et là, ces scénarios-là, là, où ces distances-là vont varier selon si on plante un arbuste versus un arbre. Et dans un cas extrême où le sol serait à découvert, donc peut-être un endroit où on aimerait, par exemple, fermer un sentier informel, bien là, on va densifier, on va faire un effort de densification. Donc, on va venir serrer les plants les uns contre les autres de manière vraiment à fermer le couvert puis à éviter là, le comblement de ces espaces-là là, par le développement d'espèces végétales là, indésirables. Souvent les plantes envahissantes là, dans nos milieux. Je vais vous entretenir maintenant au niveau des actions entreprises qu'on va faire dès 2021, donc suite aux abattages qui vont être faits cet hiver. Il y a bien sûr là, la visite au terrain de tous les secteurs qui auraient eu des abattages. Donc, chaque secteur va être analysé par nos équipes. On va aller s'assurer, comme je vous disais, de regarder l'importance ou la grandeur des trouées. On va regarder la régénération qui est au sol existant. Et là, on va venir planifier toutes nos plantations futures. Les plantations vont se faire soit à l'automne de la même année. On a déjà un bassin là, de 1000 végétaux qui a été réservé, réparti dans plusieurs espèces, tant au niveau des arbres qu'au niveau des arbustes. Et par contre, je dois vous mentionner là, que la plupart de nos plantations vont se faire plutôt à l'automne 2022. Et ça, il y a deux raisons pourquoi on fait ça. Un, c'est qu'on doit soit mettre en production un très grand nombre de plants, dans le cas où on aurait besoin d'en avoir beaucoup. Sinon aussi, c'est qu'il faut aller s'approvisionner auprès de pépiniéristes privés pour certaines essences.
Donc, ça prend un délai. Et pourquoi on plante à l'automne et non au printemps? Bien, on s'est rendu compte, là, fort de nos expériences des dernières années, que la survie de nos végétaux est beaucoup plus importante. Là, quand je dis importante, elle est beaucoup mieux l'automne que le printemps. On a eu dans les dernières années là, plusieurs épisodes là, de sécheresse prolongée durant la saison de croissance, là, donc durant l'été. Il faut comprendre que les végétaux qu'on plante ne sont pas arrosés. Ils sont plantés souvent sous couvert forestier ou à l'intérieur de trouées, mais c'est des arbustes on appelle des plants de forte dimension, là, des PFD. Donc, on les plante, mais il n'y a pas d'arrosage ou d'entretien qui est fait. Donc, c'est sûr qu'on a une certaine mortalité, mais on ne veut pas que cette mortalité-là soit trop grande. Là. Donc, on accepte un certain seuil et on se rend compte, là, fort de nos expériences, qu'à l'automne, nos succès sont meilleurs qu'au printemps. Donc, une plantation pour 2021. Ensuite, on fait l'analyse de tous les secteurs qui ont été coupés au parc en Grignon. On fait la compilation de ça et nos plantations vont survenir là, à l'automne 2022 là, pour venir terminer les secteurs abattus en 2021. Et comme disait mon collègue Luc, si jamais il y a des abattages qui se continuent à l'automne de l'année prochaine, bien là, on va répéter le même scénario une année après pour venir compléter là, les interventions là, en 2023 si nécessaire. Donc, ça fait le tour, je crois, de ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, pour ces informations et ces précisions. Vraiment très intéressant. J'ai appris personnellement plusieurs choses ce soir. Mais avant de passer à la période de questions, la Ville de Montréal tient à vous informer que les travaux d'aménagement et de sécurisation amorcés en novembre dernier dans le secteur de la ferme sont en pause pour la saison hivernale. Donc, ils reprendront au mois de mai et seront terminés pour l'arrivée de la période estivale. Donc, on enchaîne maintenant avec la période de questions. Et donc, et on va s'efforcer, comme je le disais tout à l'heure, de répondre à la majorité des questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont rentrées dans le module Q&A et dans le chat. Pour ce faire, nous vous invitons à écrire vos questions justement dans la section Q et R ou Q&A selon la configuration de votre ordinateur. You can ask your question through the chat section in English if you want. Et je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir porte uniquement sur l'abattage d'arbres au parc en Grignon. Donc, les questions ou commentaires qui ne respectent pas le décorum ou qui contiennent des propos déplacés ne seront pas répondus durant ce normal. Et si nous ne sommes pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir, si nous manquons de temps, bien, on va prendre la question ou les questions en note et on va y répondre dans le document qui vous sera envoyé à tous les participants qui sont avec nous ce soir, par courriel, soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais de façon assez rapide. Il y a d'autres personnes qui vont assister, qui assistent avec nous ce soir à la rencontre et qui vont se rendre disponibles pour répondre à des questions. Je vais les présenter tout de suite. Il y a M. Daniel Bédard, qui est le chef de division forêt urbaine pour le service des grands parcs. Il y a M. Marc Lavoie, qui est directeur des travaux publics de l'arrondissement du Sud-Ouest. Et enfin, Mme Sylvie Comtois, qui est conseillère pour la division de la biodiversité urbaine pour le service des grands parcs. Également, nos deux élus, M. Doré et M. Baudry, pourront également, au besoin, répondre à certaines questions si nécessaire. Donc, je vais aller des questions et j'inviterai la personne concernée à y répondre avec concision. Donc, on commence tout de suite avec une question qu'on a reçue par courriel de la part de Mme Rachel Boulet. Et Mme Boulet se demande, est-ce que les copeaux déchiquetés dans le boisier peuvent être dommageables pour les autres arbres et est-ce qu'on contribue à répandre la grille du frêne? C'est une question que j'adresserai probablement à M. Luc Saint-Hilaire, notre expert sur la question. Oui. Non, il n'y a pas de danger, là, comme j'expliquais au niveau du déchiquetage. Donc, on respecte là, une certaine taille de copeau. Donc, le copeau là, ne doit pas avoir plus de 2,5 cm de côté. Donc, en faisant le copeau de cette taille-là, on s'assure là, que la larve de la grille est détruite. Et il n'y a pas de danger pour les autres essences non plus que le frêne. Une chance, là, la grille ne s'attaque uniquement qu'au frêne. Parfait. Merci, M. Saint-Hilaire, pour cette précision. On enchaîne maintenant avec une question en anglais, donc qui nous vient de Lisa Mintz. Et sa question est la suivante. I am very worried about the deforestation of Angrignon Park. Can you please explain to me what a dangerous tree is and what the difference is between a dangerous tree and a mature tree? Et c'est une question que j'adressais probablement à M. Daniel Bédard.
Yes, Mrs. Mintz. A dangerous tree is a tree that presents a risk for park users or for infrastructures and buildings that can be present in and around the park. In most cases, dangerous trees are dead or dying trees that have been affected by an insect, a disease, or presents a structural defect. In these cases, the tree itself or parts of the tree can eventually fall and cause damage or injuries. They become liabilities and must be felled. As for the difference between a dangerous tree and a mature tree, when we speak of a mature tree, we refer to its age or development stage. A mature tree is a tree that has reached or is close to reaching its full development. They are adult trees, as opposed to younger trees that would eventually replace the adult trees. Not all mature trees are dangerous trees. Angrignon Park has a lot of healthy, mature trees, and there will still be a lot of mature trees after the felling operations are completed. Merci, M. Bédard, pour ces précisions. Thank you very much, Mr. Bédard, for those information. Une question maintenant qui vient par courriel de M. Jean-Yves Bilodeau. Et M. Bilodeau se demande, est-ce possible, lors de ces travaux, d'avoir quand même accès à une piste de ski de fond, donc 2 voies séparées de 2 mètres une de l'autre, et un sentier pédestre parallèle pour ne pas faire piétiner la piste de ski de fond par les piétons? Donc, pour ceux qui font du ski de fond, effectivement, c'est toujours un peu désagréable de glisser dans des pistes qui sont un petit peu amochées par justement des pieds, des traces des marcheurs. Donc, question que j'adresserai pour M. Marc Lavoie. Donc, est-ce que c'est possible, selon vous, justement, d'avoir des accès qui sont séparés les deux? Oui, bonjour, merci pour la question. Effectivement, on s'est déjà penché dès le début de la saison sur cette alternative. Et puis, malheureusement, l'équipement qu'on a en ce moment ne nous le permet pas, mais on se penche déjà pour trouver une solution pour modifier nos équipements qu'on a en ce moment et puis les adapter du moins pour la prochaine saison. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision-là. Donc, on enchaîne avec une autre question. Combien d'arbres au total et la maladie risque-t-elle de toucher les autres arbres? Et deuxième volet de la question, outre le nombre de frênes abattus, Mme Sylvestre se demande si la maladie risque de toucher les autres arbres. Question peut-être pour M. Luc Saint-Hilaire. Donc, est-ce que ça peut toucher d'autres arbres, en fait, effectivement, cette grille du frêne? Et non, comme je disais tantôt, il n'y a pas de danger pour les autres arbres. La grille n'aime que le frêne et on en est content, c'est déjà amplement suffisant. Donc, pas de danger pour les autres essences. Au niveau des quantités, je les ai données dans ma présentation, donc 3655 frênes. Sinon, on avait là, environ nos 500 arbres dangereux d'autres essences, mais c'est l'inventaire complet. Dans le fond, on ne reviendra pas par plusieurs étapes ou plusieurs fois dans le parc Angrignon. Donc, c'est la quantité totale d'arbres que nous avons à abattre présentement. Là. Il n'y en aura pas d'autres. Les autres frênes qui ne sont pas abattus sont soit déjà morts, donc qui ne créent plus de pression, là, comme je disais, au niveau de la propagation de la grille. Sinon, c'est des frênes de petit diamètre. Qui ne représentent pas de danger. Donc, s'ils ne sont pas déjà infestés, ils vont l'être probablement dans les prochaines années, mais ne représentent pas de danger ou à moins que vraiment très près des sentiers. Là, mais là, on parle de quelques unités, quelques arbres à abattre et non plus là, des centaines comme dans le contrat présentement. Excellent. Merci, M. Saint-Hilaire. On enchaîne maintenant avec une autre question, cette fois-ci de M. Michel Paquin. Et la question est la suivante. Après la coupe des arbres, lorsque le moment sera venu de planter des arbres, est-ce que vous comptez planter des conifères, comme par exemple des cèdres, des sapins, des pins, pour égayer le parc et permettre surtout aussi à une diversité d'oiseaux de venir s'y installer? Il y en a quelques-uns dans le parc, mais pas suffisamment à son goût. Et c'est une question que j'adresserai à M. Guillaume Couture. Alors, merci pour la question. Effectivement, là, la plantation là, pourrait se faire avec l'utilisation de résineux. Tel que mentionné, là, on utilise un cortège d'essence et même dans les forêts feuillues, donc dans les forêts du sud du Québec, bien, on peut retrouver à l'occasion notamment le pin blanc qui pourrait être là,
Vous avez parlé aussi du cèdre, mais c'est plutôt le tuya occidental qui est aussi là à quelques occasions. Par contre, je vous dirais pour le sapin baumier, là, ça, c'est pas une essence du sud du Québec, donc on n'utilisera pas ça. Mais aussi en termes arbustifs, vous pourriez avoir l'if du Canada ou même en termes d'arbres, vous pourriez avoir la pruche aussi du Canada qui pourrait être là. Donc, c'est des essences que nous allons pouvoir retrouver en milieu naturel. Et aussi, je voulais juste vous dire, ce n'est pas dans le cadre de mes travaux, mais aussi en parterre aménagé, donc les arbres qui sont dans d'autres secteurs du parc en Grignon, qui sont sous gazon, ben ça, vous pourriez avoir une palette d'essence un peu plus grande. Donc, à ces endroits-là, parfois, on va utiliser même certaines variétés ou cultivars, chose que l'on ne peut pas faire dans nos milieux naturels. Donc, vous pourriez avoir à ces endroits-là des épinettes, chose que vous n'auriez pas, encore une fois, là, au niveau du milieu naturel. Donc, soyez sans crainte, nous allons en utiliser, mais par contre, dans des proportions moindres là, que des feuillus, bien entendu. Donc, je vous remercie. Merci. En espérant que ça va revenir les oiseaux. Question en commentaire maintenant de Rachel, malheureusement, je ne vois pas son nom de famille, qui dit « Merci pour ce projet très important pour nous, citoyens, très apprécié. » Bien, merci, on apprécie votre commentaire que je partage avec l'ensemble de l'équipe. Question maintenant qu'on a reçue par courriel de M. Nicolas Van de Velde, qui demande « Allez-vous engager des citoyens pour aider à replanter des arbres? » Bonne question, en fait, est-ce que les citoyens vont vouloir s'impliquer pour contribuer à cette reforestation? Monsieur Guillaume Couture, j'adresse cette question-là à vous. Est-ce qu'on va demander l'aide des citoyens pour replanter des arbres? Merci encore une fois pour la question. Habituellement, nous fonctionnons à l'aide de contrats parce qu'on va venir intervenir de façon massive et on a des secteurs très précis de plantation. Par contre, nous sommes parfois approchés par des groupes de citoyens. Je fais faire référence, là, mettons, au Mont-Royal, nous avions là, une approche là, avec les amis du Mont-Royal. Et je sais, les amis du Parc en Réunion nous ont déjà approchés et nous allons justement discuter avec eux de la possibilité là, de faire peut-être des journées là, de plantation avec des citoyens, bien sûr dans un contexte encadré là, au niveau de la COVID, bien entendu. Mais c'est quelque chose de possible. C'est un partenariat qu'on fait là. Habituellement, on va fournir les végétaux, on va s'assurer de bien définir les secteurs et la plantation, là, toute la logistique, l'encadrement va se faire là, avec un partenaire. Là, donc, dans ce cas-ci, possiblement là, les amis du Parc en Grignon. Voilà. Merci. Excellent. Merci pour cette précision. Question maintenant de M. Pierre Marcoux, qu'on a reçu également par courriel. Est-ce que la Ville de Montréal, pour réduire l'impact sur les entraves des pistes de ski de fond, prévoit un budget pour tracer de nouvelles pistes de ski de fond dans le Parc en Grignon ou ailleurs, par exemple de l'autre côté du chemin de service ou encore le long du canal de la Chine? Question pour M. Luc Saint-Hilaire et M. peut-être Marc Lavoie en duo. Peut-être M. Luc Saint-Hilaire tout d'abord. D'accord. Mais au niveau de nos interventions, malheureusement, évidemment, on doit fermer des sections de sentiers. Donc, lorsqu'on intervient dans un sentier, s'il y a 25 ou 30 arbres à faire, donc les abattages, on va fermer le sentier pendant cette période-là. On essaie de faire ça le plus rapidement possible, mais évidemment, ça va en fonction là, de la longueur des sentiers qui sont à notre disposition et de la quantité d'arbres que nous avons à abattre. Mais on tient nos collègues de l'arrondissement bien au fait de l'avancée de nos travaux afin de leur permettre de tracer. Là, je laisse M. Lavoie pour la suite. Oui, merci. Quand on vous parlait de planification qui a été faite d'avance, on travaille de concert, effectivement. M. Saint-Hilaire nous tient au jour le jour dans la façon que ça avance. Quand on reprend la carte qu'on voyait tantôt, les 3 secteurs, on est dans le secteur 1 cette semaine, et puis il y a une voie de contournement de la piste qui a été faite. Et on s'assure que la voie est assez loin des travaux pour être sécuritaire. Et puis, dès que M. Saint-Hilaire avance avec son équipe, on modifie le tracé. On a mis déjà des panneaux qui montent zone de travaux. Mais on est en communication à chaque jour avec son équipe pour pallier justement à ce désagrément. Excellent. Merci, messieurs, pour ces compléments, ces précisions. On reçoit maintenant
une question de M. Guillaume Couture. Je peux répondre à la question de Mme Schoenberg concernant les peupliers. Bon, alors, on va y aller maintenant avec une autre question, cette fois-ci, de M. François Ducasse, qui se demande, est-ce que le sol pourrait surchauffer et s'assécher car il y aurait moins d'ombre? À qui on peut, peut-être M. Saint-Hilaire? Ou, oui, je peux y aller si mes collègues veulent bonifier, ça sera bienvenu, mais dans le fond, c'est pas quelque chose qu'on a observé ailleurs. Je ne crois pas que ça risque d'arriver dans le parc Angrignon non plus. De toute manière, comme on expliquait, la plupart des frênes sont de petit diamètre, donc pas nécessairement dans le couvert dominant, mais plutôt codominant. Donc, à ce niveau-là, ça a moins d'effet au niveau de la lumière au sol. Puis, l'infestation d'agril n'est pas arrivée de façon subite non plus. Donc, ces arbres-là, étant donné qu'on est en milieu naturel, lorsqu'un arbre dépérit, c'est la même chose avec toutes les essences, les arbres qui sont autour vont, dans le fond, déployer leurs cimes. Les cimes vont revenir se toucher, donc refermer le couvert. Et si la trouée est trop importante, c'est là l'intervention de mes collègues qui est rapide, donc toujours dans la saison suivante, ils viennent compléter les trouées avec des plantations d'arbres, oui, de petite taille, mais on va justement vouloir venir refermer ces trouées-là le plus rapidement possible pour éviter des changements au niveau du sol ou même du peuplement. Merci. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Oui, en complément d'information, je vous ai parlé brièvement tantôt d'une réserve de plants qu'on met en terre dès la première année. Donc, cette réserve-là de plants sert à refermer le couvert des plus grandes trouées. Donc, d'où une intervention dès la première année de manière à fermer les plus grandes trouées. Et ensuite, on vient terminer le travail la saison suivante, après soit la mise en production de plants ou l'achat de végétaux. Donc, voilà. Parfait, merci. Question maintenant de Marissa Heron. Avez-vous un plan pour protéger la forêt des usagers qui aiment s'aventurer hors sentier? M. Saint-Hilaire, je pense que c'est pour vous également. Non, moi, au niveau des interventions, on est vraiment là pour le contrat d'abattage. Je ne sais pas si... Je pourrais répondre à la question, si vous voulez, parce qu'on... M. Baudry. Oui, on travaille sur cet enjeu-là. En fait, on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Effectivement, là, vous avez raison, Mme Heron, la pression sur nos espaces verts et sur nos grands parcs, elle est très, très forte. On le voit un peu partout à Montréal. L'utilisation des parcs comme le parc Angrignon s'est vu augmenter considérablement. Dans nos grands parcs, on enregistre des doublés au niveau de la fréquentation. Donc, on a mis en place une campagne de sensibilisation qu'on a entamée l'année dernière, qui est la campagne Protégeons et préservons nos espaces verts. On va la déployer encore plus fort parce que il y a beaucoup d'éducation à faire. La plupart des gens qui vont aller dans les hors-sentiers ne pensent pas qu'ils ont un impact négatif sur la biodiversité. En fait, c'est bien souvent des amoureux des espaces verts qui veulent s'aventurer justement dans ces espaces-là, mais c'est effectivement, comme vous le dites, très nocif pour la régénération des espaces verts. Donc, bien évidemment, on va mettre une attention particulière à déployer cette campagne-là de façon encore plus importante cette année. On veut travailler justement avec les amis du Parc Angrignon là-dessus pour relayer nos messages parce que c'est clairement là un enjeu qui est lié à la sensibilisation. Après, il y a tout le balisage qui est toujours de l'amélioration qui est continue. Ça, on travaille avec au Grand Parc, avec les partenaires d'arrondissement, avec les amis du Parc Angrignon également, pour voir là, quand il y a des habitudes, de mauvaises habitudes qui sont prises, quel type d'intervention on peut faire au cas par cas. Mais encore une fois, on a tous une responsabilité individuelle et collective là-dedans à sensibiliser nos concitoyens et à nous-mêmes faire attention et donner l'exemple par notre comportement. Excellent, merci beaucoup. On arrive maintenant à la fameuse question de Mme Louise Schoenberg qui se demande, dans la liste que vous avez partagée, la majorité des essences d'arbres dangereux sont des peupliers, parenthèse, deltoïdes et faux trembles. Quelles problématiques, au singulier ou au pluriel, les affectent à ce point? Est-ce qu'on parle de maladies ou de parasites? Question peut-être pour M. Saint-Hilaire ou même M. Couture. Là, les deux, je pense, pourraient peut-être se compléter un et l'autre. M. Couture?
Oui, entre autres, là, pour le peuplier, de règle générale, c'est une naissance de lumière, donc une naissance à croissance rapide et une naissance qui va être une des premières à coloniser un endroit. Donc, pour la forêt du parc Angrignon et dans plusieurs communautés végétales, on est dans un stade où la forêt s'est refermée, donc les cimes des arbres se touchent l'une contre les autres, et là, les essences de lumière ben, c'est pas leur endroit idéal, là. Quand il y a fermeture du couvert, ben, souvent, ça les étouffe, pardon. Il y a un début de dépérissement qui va avoir. Et là, c'est la succession végétale qui va embarquer. Et ces essences de lumière-là vont laisser leur place aux essences là, plus d'ombre qu'on appelle, là, donc plutôt nos érables et tout le cortège d'essences compagnes là, qui accompagne nos érablières là, dans le sud du Québec. Donc, ce n'est pas nécessairement une maladie ou un insecte, là, dans le cas de nos peupliers, c'est justement, c'est simplement au niveau de la succession végétale. En fait, je vous dirais même que ça peut être un signe que nos forêts sont en santé. Donc, parce qu'il y a justement transition vers une succession végétale, vers une communauté végétale de fin de succession ou climatique. Donc, pour moi, pour vous, c'est peut-être quelque chose de dommageable là, ou d'épeurant de voir là, certaines essences, mais dans ce cas-là, là, ce n'est pas une problématique. Merci, M. Couture. Je ne sais pas si M. Saint-Hilaire voulait rajouter quelque chose. Je ne pense pas. Il est que non. Donc, on va continuer comme ça. On enchaîne. Parfait, excellent. Donc, docteur, une question maintenant de M. François Artaud, qui est le président seulement des Amis du Parc Angrignon. Question qui voulait savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle piste de ski de fond dont le tracé ne serait pas affecté par les travaux? Est-ce le cas? Donc, on sera une autre piste de ski de fond qui ne sera pas affectée par les travaux qui sont en cours. Peut-être pour Marc Lavoie, s'il vous plaît, peut-être, M. Lavoie? Non, il n'y aura pas. Si il y a de l'entrave par les équipes de M. Saint-Hilaire, on va les contourner seulement. Mais on n'empêchera pas les skieurs de skier. On va contourner les travaux. Donc, on va pouvoir continuer à faire ce bel exercice. Surtout avec la belle neige qu'on a reçue aujourd'hui, celle qu'on a reçue les dernières semaines, là, effectivement. Et comme on ne peut pas faire beaucoup de sport ailleurs, ben, c'est le fun de pouvoir faire du ski de fond, donc une question intéressante. Une question maintenant de Patricia Baudin qui veut savoir, quand vous dites 3600 arbres abattus, est-ce seulement au parc Angrignon ou peut-être pour d'autres parcs là, sur le territoire de la ville de Montréal, peut-être pour M. Saint-Hilaire? Oui, non, les chiffres qui vous ont été présentés, là, les quantités présentées, c'est vraiment dans le parc Angrignon. Donc, c'est 3655 frênes, oui, dans le parc Angrignon. Pour vous donner peut-être un comparable, là, au parc du Mont-Royal, là, on parlait de 10 000 dans des parcs plus grands, dont Pointe-aux-Prairies, là, on est même près du 20 000 abattages. Donc, c'est ça. C'est des proportions qu'on retrouve là, dans d'autres parcs. Le frêne est une essence compagne, toujours 5 à 10 %. Donc, si on fait rondement 4 000 abattages, ça veut dire que c'est 5 à 10 % de la forêt. Là, ça veut dire donc on a un autre 40 000 arbres toujours en place. Merci beaucoup, M. Saint-Hilaire. Évidemment, c'est des chiffres là, qui font mal un peu au cœur. Là. Évidemment, on n'aime pas couper des arbres, c'est certain. Mais évidemment, quand la grille se pointe, ben, il faut réagir. Donc, on enchaîne avec une question de Jean-Claude Lapointe. Au-delà de la replantation des arbres, est-ce que la Ville prévoit un programme d'entretien des sous-bois? Monsieur Lavoie, je vous dirigerai peut-être cette question si vous voulez. Donc, est-ce que, au-delà de la replantation des arbres, est-ce que la Ville prévoit un programme d'entretien des sous-bois? Merci pour la question, mais je vais laisser mon collègue, M. Couture, qui est pas mal plus outillé que moi pour répondre. Merci, M. Couture. La parole est à vous. Oui, merci pour la parole. Bien entendu, là, suite à nos interventions, donc si je parle de regarni ou d'enrichissement des communautés végétales, bien, on va faire le suivi de ces plans-là là, qui vont être reboisés. Et aussi, on fait le suivi des communautés pour s'assurer que dans les secteurs où on aurait dit on va se fier sur la régénération qui est en place, et on fait bien de le faire, mais on va s'assurer à ces endroits-là qu'il n'y ait pas prolifération d'espèces envahissantes ou d'espèces végétales envahissantes. Donc, il y a un suivi qui est fait de nos communautés végétales. Et si on se rend compte qu'il y a prolifération ou développement là, à certains endroits, bien, on va intervenir. Là. Donc,
par le retrait de ces espèces envahissantes. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais c'est ce que j'en décodais là, de celle-ci. Merci, M. Couture. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous poser vos questions à travers le module Q&A ou QR selon la configuration de votre ordinateur. N'hésitez pas, il reste à peu près une dizaine de minutes, mais on va terminer avant s'il n'y a pas d'autres questions. Mais encore une fois, je vous invite à ne pas vous gêner, à nous faire parvenir vos questions, vos commentaires, justement sur ces abattages d'arbres au parc en Grignon. Beaucoup d'informations ce soir, bien apprécié les réponses également des intervenants. Ça permet vraiment de mieux comprendre souvent aussi ce qui se cache derrière ces abattages d'arbres-là qui, évidemment, nous font toujours un petit peu un pincement au cœur. Donc, écoutez, je vois qu'il n'y a pas encore de questions qui nous proviennent. J'imagine que ça fait le tour de la question. On enchaînerait peut-être pour le mot de la fin avec M. Doré. Si M. Doré est prêt à conclure cette soirée. Moi, je vais revenir tout à l'heure pour le mot de la fin officiel, mais j'inviterai peut-être M. Doré à conclure peut-être, à pré-conclure peut-être la soirée d'information de ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. Alors, pour ce mot de la fin non officiel qu'on me permet, merci beaucoup d'avoir été là, quand même assez nombreuses et assez nombreux. Ce qu'on voulait, dans le fond, c'est de vous communiquer de façon transparente les actions de la ville, donc pour préserver ce joyau-là, préserver aussi le couvert végétal d'un peu partout à la ville de Montréal, puisque cette fameuse petite bébite appelée agré-Dufresne, ça se met à coloniser un petit peu partout. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment un plan à la ville de Montréal, autant pour les parcs que sur le domaine public, donc les rues, nos plus petits parcs de quartier, parcs de voisinage, etc. Donc, un plan très étoffé. Alors, c'est jamais de gaieté de cœur, comme le disait M. Tessier tout à l'heure, puis d'autres intervenants, qu'on vient abattre des arbres. Comme je le disais d'entrée de jeu, nos experts ont vraiment regardé ça, analysé ça, vraiment fait en sorte de bien coordonner l'ensemble des travaux pour que, ça donne le moins de nuisances possible aux usagers qui sont très nombreux dans le parc. Deuxièmement, limiter la prolifération de la grille du frein, faire en sorte qu'on se mette à abattre encore beaucoup d'autres arbres si on ne fait rien. Et là-dessus, je veux remercier, je vous remercie vous à la maison, dans le confort de votre foyer, mais je remercie également les professionnels qui étaient là ce soir. C'est beaucoup d'équipes qui ont travaillé en amont aux analyses, préparer les appels d'offres, s'assurer de faire un contrat qui se tient, regarder les phasages des travaux, respecter dans le fond le milieu dans lequel les travaux vont s'effectuer, la faune, la flore, les citoyens qui vont dans le parc. Alors, un immense merci aux équipes de la Ville-Centre et dans les arrondissements. Cette fois-ci, c'est l'arrondissement chez nous, donc dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions, que vous comprenez davantage pourquoi il y a de ces travaux-là qui ont déjà commencé. C'est commencé et qui vont se poursuivre comme ça une partie de l'hiver dans la façon la plus professionnelle qu'on vous l'a montré. Donc, là-dessus, je vous souhaite vraiment une agréable fin de soirée. Et je recède le micro pour probablement le mot officiel de la fin à M. Tessier. Merci à mon collègue Robert Baudry aussi d'avoir été là. C'est un conseiller absolument dévoué qui ne manque jamais aucune séance de consultation ou d'information publique. Il aime ça jaser de ses dossiers, puis il le fait bien. Merci, chers collègues. Merci, M. Doré. Merci beaucoup, M. Doré. Écoutez, ce sera à moi de conclure officiellement la soirée, la séance d'information de ce soir. Écoutez, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ceci termine justement notre séance d'information. En mon nom et au nom de la Ville de Montréal et de l'ensemble des équipes qui étaient réunies ce soir, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours et vous recevrez également le lien par courriel ainsi que le document rassemblant les questions qui ont été posées ce soir et les réponses également concernant les travaux d'abattage dans le parc en Grignon, quelque part la semaine prochaine ou en début de semaine d'après. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente fin de soirée et surtout, continuez de vous protéger, continuez de protéger les autres de ce fichu virus. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.